Bonjour à tous, je suis très contente de pouvoir participer en différé à ce colloque et je remercie les organisateurs de pouvoir justement vous présenter mes recherches grâce à cette vidéo. Donc, si vous avez des questions sur ce que je vais dire à l'instant, vous pouvez me laisser un message à l'adresse courriel qui va être dans la prochaine diapositive. Cette communication souhaite démontrer que le champ d'études que constitue les Sound Studies peut être avantageusement utilisé pour compléter les approches théoriques des études muséales. Depuis les dernières décennies, nous assistons au développement croissant d'expositions à thématiques sonores musicales, ainsi qu'à une intégration importante des sons artistiques et fonctionnels dans l'espace d'exposition, par le choix des œuvres et par l'introduction de dispositifs technologiques, casques d'écoute, installations multimédiatiques et audiovisuelles, systèmes de sonorisation. Étant donné les fondations historiques du musée en tant qu'institution oculocentriste, d'une part, et la croissance actuelle de l'intérêt qui est porté au sonore actuellement dans les expositions, d'autre part, il nous paraît essentiel de développer de nouveaux ancrages théoriques adaptés aux réalités du musée, et principalement du musée d'art qui nous intéresse ici, et de ce récent tournant sonore. Précisons que jusqu'à maintenant, la muséologie a principalement analysé son objet d'étude sous l'égide de la vision, où prédominent l'image, le regard et la notion d'observateur. Déjà, les théories des expositions ont principalement été teintées de références à la vision par l'étymologie même du terme à l'étude. L'usage premier et le plus fréquent du verbe exposer est de disposer en manière de mettre en vue. Les théories démontrent que l'exposition produit alors une énonciation et elle a l'idée de donner à voir. La visualité est ainsi au fondement même de la définition de l'exposition comme mode d'apparition des œuvres. Mais nous assistons aujourd'hui aux limites de ces approches, et de là, les Sound Studies peuvent fournir une manière de réévaluer les objets de la muséologie en déplaçant l'intérêt vers les notions de silence, de bruit, de musique et surtout vers l'écoute de ces occurrences sonores par l'auditeur. Par conséquent, le musée d'art qui était perçu comme une institution incarnant l'hégémonie de la vision peut alors se définir comme un lieu silencieux ou bruyant. L'analogie du musée comme lieu silencieux est récupérée principalement lorsqu'il s'agit d'étudier des modèles d'exposition qui s'épuisent actuellement, soit le dispositif scénique du White Cube, favorisant un paradigme moderniste inavoué, mais d'emblée reconnu, qui suggère une intrication entre le musée d'art, l'histoire de l'art, l'image et la vision, lequel persiste encore aujourd'hui. L'analogie du musée comme lieu bruyant réfère plutôt aux récentes expérimentations des expositions au 21e siècle. Nous pensons principalement aux essais de spatialisation sonore du cinéma élargi, entre autres, dont témoignent des expositions comme Ragnar Kjartansson au Musée d'art contemporain de Montréal. Pour cette présentation, nous retenons principalement deux postulats issus de recherches des Sound Studies qui serviront de point d'ancrage à cette communication, soit l'intérêt porté au sujet percevant et l'intérêt porté aux technologies sonores dans le développement des pratiques et des habitudes d'écoute au 20e et 21e siècle. Plus précisément, dans un premier temps, une réflexion à partir des Sound Studies permet de déplacer l'analyse de l'objet. Rappelons que la prédominance de l'œuvre d'art même est au fondement des théories de la muséologie, vers le sujet percevant et vers l'appropriation de son environnement. Les Sound Studies suggèrent alors une analyse critique de l'expérience et de l'expérience sonore du visiteur à partir de l'écoute, ce qui avait été négligé en partie par la muséologie jusqu'à maintenant. Nous analyserons ce déplacement lors de l'analyse de l'exposition d'art sonore Sounding the Contemporary Score présentée au moment en 2013. Deuxièmement, alors que la muséologie est bien au fait de la culture visuelle à laquelle elle réfère pour forger cette théorie, la culture sonore lui est étrangère et par conséquent absente de ce champ d'étude. Les Sound Studies permettent de combler cette lacune selon un angle particulier. L'une des perspectives de recherche s'intéresse à la construction des pratiques et des habitudes d'écoute des publics de la société des 20e et 21e siècles à partir des développements de technologies sonores et de leur faculté de reproductibilité. Par conséquent, les études rendent compte de l'appropriation de ces technologies par l'industrie de la musique qui joue un rôle majeur dans ce développement d'habitudes et de pratiques d'écoute. À ce sujet, nous pensons notamment aux travaux de Jonathan Stern et de Kate Lacey.
Alors que ces technologies rejoignent aujourd'hui le musée d'art, il s'agit alors de revoir cette construction de l'écoute dans la sphère sociale, hors du musée, à la lumière des enjeux muséologiques. Autrement dit, d'évaluer la construction de l'écoute au musée d'art à partir de l'étude de ses habitudes et pratiques d'écoute. Ces recherches peuvent contribuer à l'analyse d'expositions blockbusters telles que David Bowie Is, mettant en scène le chanteur et la notion de musique rock et populaire. Le choix de présenter ces deux exemples presque antagonistes, Sounding the Contemporary Score et David Bowie Is, se justifie d'une part par la volonté de démontrer l'éclectisme de thématiques d'exposition qui ont lieu aujourd'hui au musée d'art, et d'autre part de constater la manière dont les Sound Studies fournissent des outils d'analyse à la fois pour l'un et pour l'autre. Une analyse plus approfondie élaborée à partir du premier postulat démontre que théoriquement, le son et l'écoute interrogent autrement l'espace, la temporalité et la perception que propose l'image et la vision. Selon Vauglin, la vision permet un détachement et une objectivité se présentant comme une vérité, tandis que l'écoute abolit ce détachement et remet en question toute forme d'objectivité. L'écoute remplit le sujet qui fait l'acte d'écouter de doute concernant ce qu'il entend, puisque le son et la source sonore sont éloignés physiquement et temporellement, alors que, malgré la distance, le son est toujours entendu de manière simultanée et immersive, dans un effet de proximité avec le sujet. En lien avec l'expérience d'exposition, il apparaît que le fait d'écouter plutôt que de regarder déconstruit le rapport actuel entre l'objet et le sujet percevant. En infléchissant ainsi les comportements, l'écoute du son permet d'accorder une attention plus grande à la subjectivité. Autrement dit, le déplacement de l'intérêt vers l'écoute force une translation épistémologique vers l'expérience du visiteur. Interpellé, l'individu construit et reconstruit les manifestations sonores par son oreille, en portant attention à une occurrence au détriment d'une autre, selon son intention, laquelle varie selon le savoir du sujet percevant, son identité, ses intérêts, sa culture et ses pratiques d'écoute. Ainsi, le visiteur organise, structure et comprend, selon son savoir auditif, les différentes occurrences sonores qui fusent dans l'espace et arrivent à lui. Pour mieux saisir ces enjeux théoriques, il importe de s'attarder à l'analyse de Sounding the Contemporary Score qui a mené à la consécration de l'art sonore au Musée d'art moderne de New York. Ce musée qui a été, au cours du 20e siècle, le bastion du White Cube et qui a longtemps favorisé l'expérience de l'œuvre-objet aseptisée auditivement dans un espace silencieux. Développé dans le cadre du Media and Performance Art Department par Barbara London et l'aide-commissaire Lyra Morinis, l'exposition regroupait 16 artistes contemporains et présentait l'art sonore au présent. Les 18 pièces de l'exposition, créées dans les dernières années, abordaient des thèmes divers. D'un paysage sonore de Tchernobyl par Jacob Kierkegaard, à des notations pictographiques de l'artiste Christine Sun Kim, ou de Marco Fusinato, ou encore à une mise en espace de l'enregistrement d'un quatuor à cordes par Susan Phillips. L'intention était de laisser les sons des œuvres se diffuser librement dans l'espace d'exposition et se mélanger entre eux, selon les commissaires. Aucun dispositif de casque d'écoute n'était intégré. L'ambition première était de démontrer la manière dont les sons façonnent une expérience physique et collective en immergeant les visiteurs et en les connectant dans l'espace. La position des commissaires était d'offrir une manière d'écouter qui diffère des pratiques d'écoute courantes dans la société. Le postulat étant que, dans notre quotidien, nous sommes actuellement confrontés à l'omniprésence des baladeurs MP3, ces dispositifs personnels qui sont disposés sur les oreilles, devenus une habitude commune, qui surtout favorisent des pratiques d'écoute individuelles, des bulles auditives comme le suggère Michael Bull. Le musée souhaite ainsi recréer un espace sonore partagé pour offrir une expérience alternative, singulière au musée. Par le simple fait que le discours de l'exposition prend comme sujet le son, le visiteur se met à réfléchir à la manière dont il écoute. Du moins, c'est ce que démontre l'analyse de la réception critique par la presse journalistique. Concrètement, la traduction du discours dans les salles d'exposition crée un décalage avec l'intention initiale. L'exposition offre une expérience où plusieurs œuvres sont silencieuses, ce qui est tributaire des choix scénographiques des commissaires et du musée. Autrement dit, Sounding the Contemporary Score résiste au son artistique. Les œuvres sonores ne sonnent pas. Précisons.
Une partie de la mise en espace est axée sur le matériau et le médium, des œuvres-objets muets, où le son devient une métaphore, une condition antérieure, l'écoute se développant dans la sphère conceptuelle. C'est ce que Kim Cohen appelle une œuvre non cochléaire, puisqu'elle évoque l'impossibilité d'une création sonore à diffuser, d'une manière littérale, du son. En témoigne l'œuvre de Carsten Nicolai, qui est un appareillage où des basses fréquences vibratoires passent à travers des tuyaux, lesquels font vibrer des aiguilles métalliques en écorchant des couches d'eau. Les ondes sonores surharmoniques sont rendues visibles uniquement par les ondulations à la surface de l'eau. L'expérience physique des occurrences sonores est alors remplacée par l'idée de celle-ci. Dans ces conditions de silence des œuvres, une analyse à partir des sound studies mène à interroger d'autres sons et bruits qui arrivent au visiteur lorsqu'il écoute de son propre corps à l'architecture de la salle. Dans cette visée, une étude approfondie de la réception critique de l'exposition a démontré que ce visiteur devient conscient, par l'écoute, de son rapport au monde, mais également de ses propres délimitations dans l'espace, de ses pas qui résonnent dans la salle, de sa voix, de ses bruits internes. Respiration, battement du cœur, bruit d'estomac. Outre les sons produits par le corps du visiteur, l'écoute s'ouvre également à l'architecture du musée et à ses réverbérations. Ventilation, portes qui grincent, chuchotement et toussotement. Ainsi, les stratégies discursives de Soundings amènent à développer l'écoute de tous les sons de l'exposition, les sons artistiques, mais surtout les bruits fonctionnels du musée, naturels ou technologiques, dont on ne porte généralement pas attention. Par conséquent, la distance est abolie entre l'intérieur et l'extérieur du sujet par le son qui se propage, entre directement par l'oreille et envahit tout le corps. Les frontières entre les vibrations extérieures et intérieures du corps se brouillent alors. Tous les sons écoutés par le visiteur l'incluent lui-même. Dans ce cas, l'écoute du silence des œuvres sonores ne s'entend pas comme une privation, mais bien comme une disposition de résonance. En somme, l'écoute du silence et du bruit par le visiteur dans l'exposition d'art sonore exige un glissement de l'intérêt accordé à l'autoréférentialité et à l'autonomie de l'objet, vers une subjectivité qui positionne ce visiteur au centre de l'analyse. L'objet, voire l'œuvre d'art, qui était pensée comme un monument de matérialité et de fixité, de finalité, tend à être envisagé davantage comme une production dynamique intégrant le visiteur. En outre, une attention portée à l'écoute des sons dans l'exposition conçoit un détachement de l'objet vers une appropriation de l'environnement, ainsi qu'une circulation des sons qui transgressent les différentes frontières physiques à la fois des œuvres, du corps et du lieu. Des pensées et des gestes de résonance se substituent ainsi à la mise en présence et à l'ostension qui définit le visuel. Pour faire suite au second postulat, l'exposition David Bowie's permet d'expérimenter cette disposition de résonance en ouvrant l'analyse à un point de vue davantage socio-historique et culturel. Développée par le Victoria and Albert Museum en 2013, l'exposition porte sur la musique populaire jusqu'à en engager l'industrie qui la soutient. Elle s'émancipe davantage des lieux communs des modèles d'exposition canoniques du musée d'art en faisant correspondre la salle d'exposition à un concert de musique rock. En résumé, l'événement témoigne des possibilités d'adaptation du musée jusqu'à se substituer au spectacle réel d'une part. Ensuite, l'exposition multiplie les sites de diffusion de son contenu et transgresse les frontières jusqu'à rejoindre les espaces médiatiques, dont la radio, d'autre part. Nous reviendrons sur ce point. Mais tout d'abord, rappelons qu'un décalage entre un régime d'écoute dans la vie quotidienne et un régime d'écoute au musée a longtemps été manifeste au 19e et 20e siècle. L'instance muséale de l'époque ayant été un bastion idéologique du silence des œuvres, des spectateurs, de l'espace, des salles d'exposition. L'institution, qui jouait un rôle dans la construction des valeurs collectives et la compréhension sociale, s'est longtemps définie principalement comme une institution vouée à l'éducation des publics, dont les notions étaient transmises par le silence des salles d'exposition. Aujourd'hui, ce hiatus est réduit par les changements apportés à l'idéologie du musée, qui recherche de nouveaux publics, s'arrime au divertissement et au spectaculaire. Pour ce faire, l'institution intègre aujourd'hui le bruit et la musique au sein de ses stratégies discursives et dans l'exposition, dont en témoignent des exemples tels que David Bowie's. De là, les sound studies deviennent un mode opératoire efficace pour traiter de ce nouveau rapport au public effectuant l'expérience de l'exposition muséale. Ce public est composé d'auditeurs possédant déjà un savoir auditif forgé par les pratiques d'écoute du quotidien, savoir qui est tributaire des dispositifs technologiques sonores développés à la modernité, du phonographe et de la radio,
jusqu'aux fichiers MP3 et à l'iPod, et de leurs possibilités d'enregistrement, de reproductibilité, de multiplication et de diffusion des sons. Surtout, comme nous expliquent différents auteurs du domaine des Sound Studies, dont Kate Lacey, ces technologies ont mené aux possibilités d'entendre les sons enregistrés à partir de différents supports de diffusion et des technologies médiatiques, ce qui a produit de nouveaux régimes auditifs. Le foisonnement de sons médiatisés par les technologies a généré ce que Lacey nomme comme un réveil auditif au 20e siècle. Celui-ci a contribué, dès le début du siècle dernier, à forger les habitudes d'écoute des publics de la société au quotidien. Précisons toutefois que lorsque ces sons se propageaient dans la ville, dans les foyers domestiques, dans les salles de cinéma à l'époque, ils étaient proscrits par le musée silencieux. Aujourd'hui, suite à ce développement de la diffusion sonore dans l'environnement au 20e siècle, nous assistons à une prolifération des occurrences sonores sous diverses formes, soit une exacerbation des sons et de leur écoute, à la fois dans le quotidien et au musée. En effet, ce savoir et ces pratiques ont exercé une pression sur les expositions, leur commissariat ainsi que les codes et règles de la réception. Le développement d'expositions comme celle de David Bowie en découle. Celles-ci sont éloignées des pratiques expositionnelles d'art sonore et de l'œuvre non cochléaire telle que présentée dans Soundings. Une analyse détaillée démontre que l'exposition David Bowie imite les chaînes de la structure de concerts musicaux au cœur même de l'espace physique de l'exposition. Ce nouveau modèle d'exposition est possible grâce à l'emploi du système sonore de la compagnie allemande de technologie sonore avancée, Sennheiser. Cette compagnie a développé le dispositif scénique, les installations immersives multimédiatiques et vidéographiques à l'intérieur des salles, en collaboration avec le Victoria and Albert Museum. Le succès de la référence au spectacle est relaté à la fois par la critique d'art et par l'autorité muséale. À cet effet, le commentaire du directeur du V&A, Martin Roth, confirme la volonté du musée d'offrir une expérience d'écoute qui rejoint celle des auditeurs de la société, qui sont habitués à la qualité des technologies sonores disponibles sur le marché. Ce point est appuyé par le texte de Paul Whitten dans le catalogue d'exposition, le président des ventes mondiales chez Sennheiser. Ce dernier s'est assuré que le design sonore était en mesure de rejoindre le public par la reproduction musicale parfaite qui est donnée à l'écoute. Rappelons que cette compagnie est engagée dans le domaine du spectacle et commandite plusieurs musiciens, groupes et DJ, dont Céline Dion, Simple Plan, Sam Roberts, parmi d'autres. Elle est également présente au sein de festivals de musique tels qu'Oceaga, pour ne nommer que cet exemple. Cette entreprise, alors au service de l'institution muséale, témoigne par conséquent d'une uniformité dans les pratiques d'écoute des concerts de musique aux pratiques d'exposition de musée. Concrètement, Sennheiser a ainsi élaboré des espaces auditifs et d'ambiance en fournissant aux visiteurs 2 simulations sonores tridimensionnelles pour l'exposition de David Bowie. Et par conséquent, les critiques ont amplement souligné la qualité sonore de l'exposition. Les salles montraient sur écran géant les prestations musicales et chorégraphiques du chanteur en concert, ainsi que la scène de spectacle même sur laquelle ces prestations étaient présentées. Les images en mouvement, qui tapissaient entièrement les murs, et la musique qui surgissait de plusieurs directions, traduisaient l'impression et le sentiment de déambuler dans un spectacle multimédia. À cet effet, la réception critique de l'exposition a abondamment mis en valeur la référence au spectacle musical. Ajoutons à l'analogie la durée du parcours de l'exposition qui, toujours selon les critiques, s'apparentait davantage à celle d'un spectacle musical que celle d'un parcours d'exposition classique, soit 1h30 plutôt qu'une demi-heure à 45 minutes. En somme, la description de l'expérience par la critique a démontré que le visiteur a ressenti, par l'écoute, les émotions préalablement vécues lors d'un spectacle rock multimédia auquel il aurait assisté ou préalablement connu dans un contexte autre que le musée. Dans un second temps, le discours et l'expérience d'exposition se sont intégrés à l'espace médiatique par le biais de certaines radios, dont la station en ligne Double J. Une émission a décrit les différentes salles d'exposition et a fourni quelques extraits sonores. Aussi, Absolute Radio, l'une des 3 radios nationales indépendantes du Royaume-Uni basée à Londres, a également promu l'événement sur ses ondes par le biais de la série documentaire en 3 parties Bowie The Definitive Story. Les sons enregistrés pouvaient alors être entendus simultanément à différents endroits par leur faculté de mobilité et d'ubiquité. Par conséquent, il devient alors envisageable de démontrer que le musée s'approprie l'environnement sonore du quotidien d'une part et qu'il suscite une écoute qui est tributaire du potentiel des pratiques mobiles et en réseau de la société d'autre part.
Ce dernier point semble faire écho aux propos de Brandon Labelle qui affirme que les possibilités et conditions de circulation du son mènent à une multiplication de sites d'exposition ou du moins à un décloisonnement des modèles hiérarchiques du musée d'art. En somme, en utilisant les sound studies comme théorie opératoire pour notre analyse, nous sommes en mesure de vérifier le développement de l'exposition comme concert de musique populaire ou comme spectacle de musique multimédia rock, ainsi que l'usage des médias, dont la radio, pour élargir la diffusion du discours de l'exposition. De là, il semble possible de croire que se forment certaines postures du visiteur muséal en fonction de l'auditeur de radio, de l'iPod ou du concert, par exemple. En résumé, l'usage des sound studies dans le champ de la muséologie confirme l'importance de s'arrimer aux pratiques d'écoute du quotidien, aux pratiques de la musique, de son industrie et de celle du disque, lesquelles sont tributaires des développements des technologies sonores depuis le siècle dernier pour renouveler les stratégies discursives muséales et l'expérience du visiteur. Les sound studies n'avaient pas servi jusqu'alors à revisiter la muséologie et ses objets de manière à développer autrement le discours critique. Premièrement, le développement d'une méthodologie fondée sur l'écoute du silence, du bruit, de l'art sonore ou de la musique par le sujet percevant, soit le visiteur de l'exposition, nous engage à redéfinir le discours dans un rapport de subjectivité et de proximité plus grand avec le visiteur, avec ses convictions personnelles immédiates, ses connaissances propres, dans une disposition de résonance. Deuxièmement, il en conviendra de croire que des similitudes et des décalages qui apparaissent entre l'écoute au musée et l'écoute extramuros dépendent de la nature du sonore présenté dans l'exposition. Si l'exposition de l'art sonore au musée propose une expérience auditive singulière par l'écoute d'œuvres non cochléaires, silencieuses, par exemple, où le son devient une donnée conceptuelle, l'exposition de la musique populaire et rock récupère des comportements d'écoute du quotidien, issus des pratiques des dispositifs technologiques du son et de l'écoute, ainsi que de l'industrie de la musique. Le concert comme la radio deviennent alors des objets d'analyse à prendre en compte. En conclusion, il s'agit de bonifier la muséologie d'un apport nécessaire en investiguant le sonore à partir des sound studies qui oblige la reconfiguration d'une discipline en favorisant une pensée relationnelle, soit en amenant à réfléchir les éléments à partir de leurs possibilités de résonance. Nous pouvons ainsi commencer à entrevoir comment les sound studies infléchissent l'analyse de l'exposition et du musée au-delà d'une posture oculocentriste et après l'hégémonie d'une culture fondée sur l'idée des rapports antagonistes entre le sonore et le visuel. Voici donc ma bibliographie. Et je vous remets mon adresse courriel si vous avez des questions. Sur ce, je vous souhaite une bonne suite de conférences et au plaisir de vous retrouver soit dans un colloque autre, soit dans un contexte différent. Donc, je vous remercie et au plaisir.